Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette 9e édition, nous recevions Fabien Lagarrigue, chef de marque chez JLF Pro, pour parler de prévention de la santé du pied au-delà de la mise à disposition d'équipements de sécurité pour les collaborateurs. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue pour ce 9e café IQSE en ce début juin. C'est l'avant-dernier cette fois-ci, c'est vraiment l'avant-dernier. On arrivera pour cette première saison à un nombre de 10 sessions, donc plutôt intéressant avec des sujets divers et variés qu'on a pu voir durant toute cette saison. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Lagarrigue qui va venir nous parler d'un sujet qui va peut-être être dans la continuité ou peut-être pas de ce qu'on a abordé la semaine dernière, parce que la semaine dernière on parlait de chaussures de sécurité connectées. Là, on va rester dans la même partie, je dirais inférieure du corps humain, toujours sur au niveau des pieds, mais pour aborder les maux de pied dans les chaussures de sécurité. Effectivement, c'était un sujet qu'on oublie un peu. On pense souvent à la sécurité, à l'efficacité finalement de l'outil qu'on utilise, mais il faut pas que cet outil finalement soit vecteur d'autres problèmes qu'on n'aurait pas vus, de dégâts et de dommages collatéraux. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui avec Fabien. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir tout au long de l'intervention. C'est un café, donc l'idée c'est de vous laisser aussi vous exprimer. Il y a le chat pour cela, pour les gens qui ont le plus envie de s'exprimer oralement. N'hésitez pas à nous demander, on vous laissera volontiers poser vos questions de vive voix. Et puis après cette brève introduction, je vais laisser Fabien nous présenter, je dirais ses spécificités, ses produits et puis ses pratiques, puisqu'on commence par les 5 bonnes pratiques. Donc ça peut être une façon d'aborder le sujet. Donc bonjour Fabien. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir, de nous accueillir, d'accueillir le groupe JLF et sa marque spécifiquement dédiée au secteur professionnel, donc JLF Pro. Quelques secondes sur le groupe JLF, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Groupe JLF, société familiale à capitaux familiaux, spécifique de l'environnement du pied depuis un peu plus de 40 ans. Aujourd'hui, on se met un petit peu plus en focus sur JLF Pro. Donc, JLF Pro, qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme de produits spécifiquement conçus pour les porteurs de chaussures de sécurité, de bottes de travail et puis et de gants. J'insiste sur le sujet spécifiquement conçu, spécifiquement pensé. On part des problématiques. C'est-à-dire qu'au-delà du produit, on essaye de partir de la problématique de terrain, de la problématique rencontrée par l'utilisateur, de la problématique rencontrée par les gestionnaires, et on essaye, je crois qu'on ne fait pas trop mal pour l'instant, d'apporter vraiment des solutions. Donc, pourquoi je parle de solutions plutôt que de produits ? Parce que la solution, c'est avoir une vision 360. Aujourd'hui, vous l'avez dit très justement en introduction, on peut pas se permettre de poser juste un produit sur la table, de poser un produit sur la table et de le laisser vivre. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner dans son utilisation. Il faut se mettre un petit peu en focus, et c'est votre métier, sur l'environnement de travail, le contexte. Donc aujourd'hui, nous, on part du principe que l'efficacité d'un produit dépend d'un autre. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Moi, je viens du secteur du sport. On sait depuis des années que la meilleure des raquettes de tennis, sans un bon cordage, elle vaut rien. Qu'une très bonne chaussure de course à pied, sans la chaussette adaptée, elle vaut rien. Mais au-delà de ça, la meilleure chaussure de course à pied sans la bonne chaussette et qui n'est pas bien serrée ou qui est prise trop grande, elle apporte pas satisfaction et elle crée aussi, comme vous le disiez justement, ce qu'on peut appeler des dommages collatéraux liés à l'usage. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'apporter au-delà des produits aussi un conseil 360. Donc, groupe JLF, comme je le disais tout à l'heure, avance sur ces sujets-là depuis un peu plus de 40 ans. On est à l'origine de ce marché de la semelle spécifique chaussures de sécurité, marché de la chaussette de travail.
aussi bien pour la partie été, limitation des échauffements pieds, mais aussi apport de chaleur avec des produits conçus pour être utilisés jusqu'à moins 40 degrés. D'accord. Mais véritablement conçus pour être utilisés à moins 40 degrés. J'insiste sur le mot véritablement, parce qu'aujourd'hui, on voit passer tout un tas d'allégations. En conclusion sur un peu la présentation de notre philosophie de ce qu'on fait, aujourd'hui on a plusieurs usines de fabrication qui nous appartiennent, deux en France notamment, une recherche et développement en France. Tout ce qu'on fait certifier, on le fait certifier à 99% en France, notamment au centre technique du QA de la chaussure. Et aujourd'hui, nos utilisateurs finaux sont dans leur secteur d'activité très très vaste. Ça va de Peugeot à Airbus, en passant par la Poste ou des fabricants de salades en sachet type Florette ou le secteur du BTP. Bien entendu, ils ont des problématiques qui peuvent être un petit peu différentes, mais aussi certaines problématiques communes. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une vraie vision globale des problématiques de tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première présentation dans le chat? Voilà, la première question, c'est comment on vient finalement à avoir cette approche spécifique. Est-ce que justement vous avez identifié ces problèmes-là, ou ce sont plutôt des clients ou des partenaires qui sont venus en vous disant, on se rend compte qu'on a des problématiques spécifiques de douleur? Parce que clairement, c'est pas un sujet qu'on retrouve très fréquemment. Moi, pour être consultant QSE, je vais dans les entreprises, on parle rarement du confort, on parle souvent de l'efficacité. Donc, est-ce que c'est vous qui avez voulu mettre l'aspect confort et puis effectivement, performance en avant, ou est-ce que c'est plutôt une tendance générale qui se dessine, que vous ressentez? Alors, c'est ce qu'il y a. Quand je suis arrivé il y a quelques années, le groupe travaillait déjà sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, le travail sur une semelle qui venait en substitution au tapis anti-fatigue. Donc, on a essayé un petit peu d'élever le débat. Le conseil était simple. Le conseil est simple depuis de très nombreuses années. C'est que très très souvent, on a et ça m'avait marqué quand je suis arrivé au sein du groupe, on a énormément de porteurs de chaussures de sécurité qui se plaignaient. Aussi bien de la chaussure que de la botte. Et on est allé au fond des choses. Et puis moi, j'ai continué à aller encore plus au fond des choses. Moi, je viens du secteur du sport, du ski, de la course au pied et de la randonnée. On est obligé d'aller au fond des choses pour comprendre ce qui se passe et apporter des solutions. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de problématiques qui étaient dues notamment à l'usage. Et quand je dis l'usage, c'est choisir la bonne chaussure, prendre le temps de voir si elle est adaptée à l'environnement, la serrer comme il faut, connaître sa taille. Aujourd'hui, on a très très peu d'utilisateurs qui connaissent véritablement leur taille de chaussure. La serrer comme il faut. Travailler sur les problématiques de froid et de chaleur avec la chaussette. Avec une vraie chaussette. Je me suis aperçu qu'on a des utilisateurs qui mettaient 3 épaisseurs de chaussettes les unes sur les autres en hiver, par exemple. Pardon. Je dis effectivement, c'est là qu'on voit qu'il y a pas une dérivation, mais un petit peu un détournement de l'usage initial du produit finalement, pour des entreprises peut-être qui abordent une approche très standardisée effectivement de l'objet, alors que tout le monde a une morphologie, un confort, une posture différente, et que chacun va avoir sa propre façon d'utiliser. Comme vous disiez, je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est les chaussures qui sont mal lacées finalement et qui se retrouvent à ne pas répondre aux problématiques pour diverses raisons au final, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai vu un petit peu l'escalade, et c'est pour ça que on a amplifié un petit peu nos actions. Aujourd'hui, on peut pas en 2021 laisser des gens se blesser alors que majoritairement c'est un problème d'usage
et pour un tiers un problème d'interaction avec un autre produit. Aujourd'hui, on peut pas laisser faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur un livre blanc. J'espère avoir répondu à la question. Oui. On a travaillé sur un livre blanc. On va parcourir rapidement. De toute façon, je crois qu'il sera disponible, d'après ce que j'ai compris, en pièce jointe pour les personnes qui le demanderont. Voilà, vous avez rapidement une petite présentation, mais aujourd'hui, voilà, sur les problématiques qu'on peut traiter, c'est lié à la transpiration, les problématiques de mycose, de troubles musculo-squelettiques, d'engelures, d'épines calcanéennes, voilà. Et ce qu'on constate aussi, c'est que une majorité de nos interlocuteurs sont pas armés n'ont pas les réponses. C'est pour ça qu'ils viennent vers nous, en fait. Donc nous, en fait, on a constaté ça sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est une majorité de conjonction. Beaucoup d'informations viennent vers nous et on nous demande beaucoup de conseils et de plus en plus. D'accord. Et alors je suis pas ergothérapeute ou ergonome ou quoi que ce soit, mais effectivement, je vois le premier sujet, c'est le pied est la base de tout. Et c'est vrai que souvent, alors est-ce que c'est des légendes urbaines ou des histoires de grand-mère, mais que finalement des fois il y a des endroits du pied qui peuvent avoir des impacts un peu ailleurs. Je pense notamment à des problèmes de dos, où effectivement une mauvaise posture, une mauvaise position de la voûte plantaire ou de travail mal avec une mauvaise assise au sol. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais peut entraîner des problèmes par ailleurs et des troubles musculo-squelettiques qui sont pas forcément liés directement au pied. Et si on cherche la cause uniquement au niveau du symptôme, on peut peut-être se tromper effectivement de diagnostic. Donc ça peut être ces angles-là à aborder. Tout à fait. Tout à fait. Après, nous, on essaye déjà de régler, et je le dis souvent, on reste à notre place, donc aujourd'hui, on n'est pas des podologues, mais on essaye de régler la majorité des problématiques. On peut le faire sans avoir d'incidence ni sur du postural, ni sur la marche, ni sur les articulations, etc. On apporte des choses qui peuvent limiter ça. Après, notre métier, ce n'est pas de faire ce qu'on appelle de la correction, de faire de la correction. Mais vous l'avez très très bien dit, c'est souvent l'occasion, quand on met ces sujets sur la table, de générer un intérêt et de voir des personnes qui derrière vont consulter un podologue, etc., etc. Et du coup, vous travaillez avec des podologues justement pour ça, parce que les problématiques de mycose, de posture, etc., ça peut être certainement des sujets un petit peu liés. Oui, on est sur des sujets qui sont liés. Après, c'est vrai que nous, on s'arrête au moment où, bien entendu, on travaille avec des médecins, des podologues, des chirurgiens ortho en conseiller, mais nous, on s'arrête à ce moment-là, en fait, si vous voulez. Après, c'est vrai que les normes chaussures vont pas tarder à évoluer, mais on s'arrête à ce moment-là. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est pas travailler sur la correction. D'accord. Dès que ça devient médical, ça sort de votre scope. Oui, ça sort de notre scope, effectivement. Parce qu'après, on rentre sur des influences et ça rentre dans le couvert, dans le secret médical, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Ok. On reste plutôt dans l'équipement général. Oui. Ok, je vous laisse continuer. Pardon ? Non, je disais que je vous laissais continuer votre... non, mais je vous en prie. Les solutions pour répondre aux 5 causes principales, les bonnes pratiques, ça permet de limiter la transpiration, les échauffements de pied. Échauffement de pied, là, on arrive à l'été. En tout cas, on espère tous. Ça y ressemble. Ça y ressemble, on a un début. Échauffement de pied, vous en parliez tout à l'heure, comment ça nous est... Quel est le flux de captation de l'information ? C'est très simple. Voilà, une dizaine d'années de ça, des utilisateurs qui jettent les chaussures de sécurité à la poubelle parce qu'ils ont les pieds qui chauffent. Et ça a coûté. Alors, ça a coûté relativement cher parce que il y a eu un enchaînement social aussi à tout ça, alors que ce n'était pas du tout un problème de chaussures. Ils ont essayé plusieurs modèles de chaussures, ils ont essayé plusieurs marques.
il y a eu un effet d'émulation négatif, et puis alors que c'est juste une problématique de chaussettes non adaptées. D'accord. Oui. Encore une fois, si on fait le mauvais constat au départ, on trouvera pas la bonne solution, quoi. C'est la problématique. Voilà, mais encore une fois, tout le monde n'est pas armé pour ça. Et c'est logique. Mais je dirais que c'est un petit peu ce métier. C'est pour ça que on a souvent du flux qui vient vers nous et on se positionne aussi en conseil. C'est pour ça que je parlais d'un travail 360. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on disait. Pardon. C'est un petit peu ce qu'on disait un petit peu la dernière fois, c'est qu'en fait on va essayer de faire une chaussure qui soit la plus confortable possible, mais si on n'a pas la semelle ou la chaussette adaptée, on a beau faire tout le travail qu'on veut sur la chaussure de faire la plus confortable possible, si on cherche pas le problème au bon endroit, on a beau chercher à améliorer. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et ça va encore un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, je le dis à l'Assemblée des préventeurs que j'ai devant moi, aujourd'hui, vous allez travailler, on va vous proposer des produits, vous allez analyser les certificats CE de type, vous allez analyser la catégorie de la chaussure, vous allez certainement faire comme la majorité des gens aujourd'hui, par exemple, choisir si besoin une chaussure antistatique, et le travail va s'arrêter là. Et il est déjà bien fait. Oui. Mais simplement, si vous utilisez à l'intérieur de cette chaussure ou vous utilisez en extérieur du tissu qui génère de l'électricité statique, les 3/4 du temps, vous annihilez les capacités antistatiques de la chaussure que vous avez sélectionnée pour sa capacité antistatique. Vous choisissez une chaussure avec une membrane impair respirante, vous laissez faire tout le monde à utiliser 2 épaisseurs de chaussettes de tennis à l'intérieur de ces chaussures-là. Ça ne sert à rien d'acheter une chaussure à membrane impair respirante parce que vous annihilez toutes les capacités impair respirantes de la chaussure. Ah, effectivement, c'est des fois en pensant que l'outil final répond à toutes les caractéristiques, les technical fits, les machins, tout ce qui va bien. On oublie finalement l'usage, le bon sens et tout le reste en fait. Et effectivement, c'est une approche assez systémique et globale qu'il faut avoir par rapport à ça et pas se dire bon voilà, t'as le bon outil maintenant, j'ai plus à m'en occuper, j'ai fait mon boulot en tant qu'employeur, quand on donne des vêtements de travail, il faut s'assurer effectivement d'une part qu'ils soient adaptés, qu'ils soient bien portés et effectivement qu'il n'y ait pas de contre-indications diverses avec un autre usage ou avec d'autres produits en interférence, quoi. Ah mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Donc c'est pour ça que sur la fiche bonne pratique, on va garder les pieds chauds dans un environnement extrême. Aujourd'hui, on est encore une fois aussi sur un risque. On est sur un risque froid. Moi, je le vois sur des sites. Bien entendu, je ne citerai pas de nom, mais le préventeur a passé pas mal de temps à sélectionner la chaussure, etc., etc. Tout le monde a pris la taille qu'il avait envie, donc on s'est retrouvé avec des gens qui avaient plus de 2 cm, plus de 2 cm à l'arrière du talon. Avec un phénomène de doigts de pied qui touchait la coque et avec des interlocuteurs qui vous disent je vais garder encore un petit peu la chaussure mais elle est trop petite alors qu'elle est beaucoup trop grande et qu'elle est mal utilisée. Et qu'en plus de ça, on parle du froid et qu'en plus de ça, ils vous disent bon, j'ai pris un peu grand, alors là c'était même pas un peu grand, c'était très très grand pour pouvoir en mettre 2 ou 3 épaisseurs de chaussettes. Voilà, donc la problématique de froid, elle est complètement liée aussi aux problématiques de taille et d'utilisation. Oui, c'est ça en fait. C'est de la prévention, mais pas dans le bon sens en fait finalement. C'est exactement. Chacun qui fait sa propre prévention dans son coin, quoi. Exactement. On se retrouvait avec des utilisateurs qui, en été, ont une chaussure trop grande et en hiver ont une chaussure qui est où souvent ils ont le prix comprimé et qui en plus, en ce qui concerne le respect de la hauteur résiduelle sous embout après un choc, à l'avant de la chaussure ne respecte plus rien. Bonne pratique numéro 4 pour éviter le port des chaussures trop grandes. Bonne pratique numéro 5, des chaussures bien lacées, donc ajustées. On va pas refaire tout le détail parce que le temps est compté. Je serai Mais c'est important quand même effectivement de rappeler ces choses-là parce que c'est vrai que honnêtement, je pense que c'est souvent vu comme quelque chose d'accessoire. Je sais pas si dans votre cas on va trouver ça, mais des fois on va trouver des chefs d'entreprise qui vont dire en même temps, je suis pas leur père, je suis pas leur mère, je vais pas leur apprendre à faire leurs lacets. Je leur ai donné les godasses, à eux de bien les utiliser.
je pousse un peu à l'extrême, mais des fois les discours sont pas si éloignés de ça, en fait. Alors que effectivement, c'est un vrai risque finalement de se voiler la face par rapport à ça. Oui, alors vous pouvez avoir un risque. Vous pouvez avoir un risque de se voiler la face qui vient du chef d'entreprise, du dirigeant, mais aussi, et surtout, je le dirais, parce que je bouscule peut-être un petit peu la table, mais de l'utilisateur. Oui. Parce que vous avez un outil. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, notamment en France, parce que je travaille sur plusieurs pays, ce que je constate en France, c'est que pour le coup, dans le cas de la bonne utilisation de la chaussure, on a peu de porosité avec le secteur du sport. Je vous donne des exemples simples. Un groupe de travail où en fait on constate les gens ont 2 à 3 pointures au-dessus de la taille. Là, on était à 2,5 cm, 3 cm au-dessus. Et voilà, parce qu'ils avaient du sable qui entrait dans les chaussures, etc. Donc ça a créé des bursites calcanéennes, ça a créé des cales au niveau des pieds, enfin des choses clairement bien identifiées. Et puis quand on échange avec eux, la majorité c'était des sportifs. Et vous en avez alors quelques-uns qui serraient vraiment leurs chaussures, qui prenaient vraiment très près du pied, mais la majorité faisait un petit peu de tennis ou de la course à pied. Et comme c'était dans le secteur du travail, n'avaient pas du tout la même utilisation de leurs chaussures. C'est-à-dire que quand ils faisaient du tennis, ils prenaient la bonne taille, ils serraient la chaussure comme il fallait et respectaient l'emboîtement du pied. Quand ils étaient au travail, c'était clairement pas du tout le cas. Chaussures pas serrées, beaucoup trop grandes. Donc on essaye de faire jouer un petit peu ces interactions-là, d'essayer de trouver un petit peu des sujets de porosité entre la vie un petit peu privée, l'utilisation qu'on peut avoir dans le sport et dans le secteur professionnel. Mais c'est assez incroyable de voir qu'un utilisateur va être vraiment très soucieux de sa chaussure, très soucieux de sa chaussette, très soucieux de son lassage dans une pratique sportive privée et de basculer complètement, mais plus qu'à l'inverse, dans le secteur professionnel. Donc il n'y a pas que les employés. Vous avez tout à fait raison. Cette espèce de schizophrénie, c'est peut-être un grand mot, mais un peu mal employé. Mais en tout cas, de temps en temps, des gens qui vont avoir en fonction du contexte des attitudes différentes. Et le sport, c'est une approche qui me parle. Moi, je viens du BTP et j'avais beaucoup de sportifs sur les chantiers pour qui ça pose aucun problème de s'échauffer avant un match. De faire ses tours d'entraînement, ses étirements, se dire pour éviter les blessures, etc. Et puis quand on leur dit maintenant on va faire la même chose sur les chantiers, vous allez vous échauffer avant de porter des charges lourdes, etc. Ils ont l'impression qu'on leur demande un truc incroyable, que c'est la lune, etc. Alors que finalement, dans un contexte ça les choque pas, qui est beaucoup moins fréquent. Et quand c'est dans le travail, on dit mais là je vais quand même pas le faire pour le boulot. C'est bizarre en fait. Ce rejet qu'il peut y avoir, ou des fois juste cette approche différente, cette sensibilité différente en fonction du contexte. Oui, tout à fait. Alors là, on a parlé fleurer des sujets. On n'est pas sur le positionnement du pied, sur le confort, mais on le voit aussi sur l'hygiène. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi les traitements de mycoses, on a travaillé pas mal de choses, pas mal de solutions, parce que vous avez des employeurs qui veulent reprendre la main là-dessus aussi. Et justement, je vois votre point 3 là qui dit renforcer l'efficacité des chaussures de sécurité, c'est aussi réduire vos coûts. C'est-à-dire que derrière, c'est des coûts à quel niveau? Parce qu'effectivement, c'est ça qui intéresse aussi les gens. Parce qu'à un moment, on se dit, si c'est toujours plus, qu'est-ce qui me garantit que je vais avoir les résultats et puis que ça va pas me coûter, ça va me faire couler la boutique? Comment ça peut marcher tout ça en fait? Comment ça peut marcher tout ça? Déjà, une chose très très simple aujourd'hui. Si on prend juste les problématiques de tenue de pied. Un pied qui bouge dans une chaussure de sécurité, il va l'user prématurément. Déjà, ça c'est une première chose. On va user les composants intérieurs. Deuxièmement, on va créer aussi des pathologies. Inflammation du fascia plantaire, de la voûte plantaire si vous préférez, du muscle. Ce qu'on appelle les fascites plantaires, fascia plantaire. Bursite calcanéenne. En clair, c'est une inflammation derrière le calcanéum au niveau du tendon d'Achille. On va créer des pathologies d'orteil en marteau. Si le pied, alors je vulgarise un petit peu, on ne voulait pas. Si le pied est pas tenu, va chercher toujours de l'appréhension, toujours de l'appréhension. Donc il va être en recherche constante de tenue, et donc du coup on va solliciter des muscles, on va solliciter des tendons qui ne doivent pas l'être. D'accord.
Rien que ça. Aujourd'hui, on est sur une réduction de coûts. Aujourd'hui, apporter également des solutions sur les problématiques d'échauffement de pied. On n'est pas nécessairement sur un coût direct lié à la chaussure de sécurité, mais on est sur ce que j'appelle un coût indirect de gestion du cas. Oui. Coût indirect de gestion du cas, c'est répondre 25 fois par jour à des utilisateurs de bonne foi qui vous disent j'ai des échauffements de pied. C'est répondre, c'est avoir à dégonfler un ballon social. Ouais, mais c'est finalement des irritants qui sont pas forcément identifiés sur un bilan comptable, mais que si on devait vraiment mettre quelqu'un pour faire de la chronoanalyse du temps qu'on passe, etc., ou de l'absentéisme, parce qu'effectivement ça peut créer de l'absentéisme à cause de blessures, à cause de maladies professionnelles qui se développent, etc. Peut-être qu'effectivement on pourrait voir que rapidement, si cet exercice-là était fait dans toutes les entreprises, on se rendrait compte de toutes les petites économies qu'on pourrait faire par-ci par-là avant de devoir révolutionner. Mais les gens se rendent compte. Parce que l'exercice est fait, on le fait avec des très gros utilisateurs, même des plus petits, et ils sont très très contents. Parce que rien que de travailler très régulièrement, on a des entreprises où tous les 4-5, voilà, au milieu de l'année, à peu près sur cette période-là de juin, ils font des comités, plusieurs comités vont choisir les chaussures de sécurité pour l'année prochaine, parce que c'est quelque chose ce sont des sujets à caractère très très sociaux. Finalement, qu'est-ce qui ressort? C'est qu'une année sur deux, le modèle de l'année d'avant qui a été sorti revient et repris. Finalement, ça tourne un petit peu en rond. Et puis, si on va pas crever l'abcès sur l'utilisation, sur les bonnes pratiques, sur les bons usages chaussettes, etc., on se retrouve avec des gens qui sont globalement toujours insatisfaits d'une année sur l'autre. Et ça, c'est la triste réalité. Ouais, ça effectivement, c'est un marqueur assez facile à identifier dans les entreprises quand ils se posent bien les bonnes questions, quoi. Exactement. Donc on fait le travail une fois, et puis après ça y est. Des petits focus sur les blessures professionnelles au pied, perforation, écrasement, entorse, lacération, glissade, chute, tout ce qui est en entorse, on sait très bien que très très souvent on peut régler un petit peu ces problèmes-là. Et c'est pas parce qu'on a une chaussure montante qu'on peut régler les problématiques qu'on va régler obligatoirement les problématiques d'entorse. Il faut que ça soit amené aussi avec la bonne pratique, de bonne utilisation. Ok. Je sais qu'on avait à peu près 25 minutes, donc moi j'ai fait. Ok. Pardon. C'est comme je disais, c'est comme vous voulez. On avait à peu près, on bloque à peu près une demi-heure en général, mais vous inquiétez pas si vous avez encore des sujets que vous voulez qu'on aborde, qu'on n'aurait pas vu, qui seraient importants, qui mériteraient effectivement qu'on s'y intéresse. Alors, moi, j'avais une question finalement. Techniquement, en termes de matériel, finalement, votre solution, c'est quoi? C'est des semelles essentiellement? C'est les chaussettes que je vais vous les présenter. C'est pour ça. D'accord, voilà, c'est ça. Je vais balayer un petit peu rapidement les problématiques qu'on a survolées ensemble. Là on revient sur un petit peu les formes de pieds qui permettent aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe dans une chaussure. Parce que le fameux j'ai le pied qui touche au bout de la chaussure, donc je prends plus grand. Donc voilà, vous avez un petit peu une explication globale qui vous permet déjà d'avancer. Mais là, on voit effectivement la problématique qui rejoint un peu le thème. Tout à l'heure, je l'avais dit un peu, je dirais à la légère, mais c'est le côté l'entreprise qui prend des chaussures standards, alors qu'on voit bien que l'usage standard, il n'existe pas, puisqu'on a tous des pieds différents, voire même, des fois, on a un pied et l'autre qui sont pas tout à fait pareils sur une même personne, qui fonctionnent pas forcément de la même façon. Donc, penser qu'une chaussure va régler tous les problèmes parce qu'elle répond juste à des critères techniques, c'est rater une bonne partie du sujet, certainement. Vous avez entièrement raison. Et c'est vrai qu'on amène les gens à avoir cette réflexion-là. Et encore une fois, c'est une réflexion qu'on a dans le secteur du sport. Oui. Que ça soit sur le ski, que ça soit sur la course à pied, etc. Donc aujourd'hui, voilà. Là, on a fait un petit focus sur les mauvaises pratiques. Et puis après, chacun en fera les déductions qui s'imposent. Qui s'imposent. Mes solutions, voilà, globalement, limiter la transpiration, les échauffements de pieds,
échauffement de pied, on est venu travailler. Ce que vous voyez à l'écran, une chaussette base de bouclette avec un matériau qu'on appelle le Coolmax qui sèche très très rapidement, qui permet dans une chaussure imperméable et non respirante de réduire l'humidité de la peau. En gros, un échauffement de pied, c'est un peu le même phénomène qu'on va retrouver sur les fesses des bébés dans les couches. C'est une humidité qui est transmise à la peau, une peau qui absorbe une partie de cette humidité et on rajoute à ça un frottement, ça crée un échauffement de pied. Donc on a créé une chaussette qui permet de limiter les échauffements de pied. Clairement. Pareil de solution, là on est très très concret. Alors juste là, je vous coupe parce qu'il y a une question dans le chat de Fares, si je prononce bien, j'espère, qui dit que dans son entreprise, il y a des soucis avec les lacets qui ne résistent pas à l'environnement du chantier, des travaux de meulage ou de soudage. Et effectivement, des fois, ça peut être des problématiques aussi de la chaussure qui est pas toujours adaptée à l'environnement. On parle souvent de l'EPI adapté à la tâche et à l'environnement. Et là, effectivement, des fois, ça peut créer des risques différents ou ne plus répondre aux exigences spécifiques. On parlait des compétences, enfin des adaptations techniques finalement de l'objet, mais est-ce qu'il est valable dans tous les contextes? Effectivement, quand on est dans un milieu de froid ou d'extérieur ou explosif ou incendiaire, c'est pas forcément le même usage, quoi. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, bien sûr. Et donc plusieurs réponses. Oui, bien entendu. Aujourd'hui, sur les problématiques de froid, on peut utiliser jusqu'à une certaine limite la même chaussure et adapter aussi bien à la physiologie de la personne, parce que je rappelle que le ressenti de froid, c'est de la physio, mais aussi au poste de travail qui peut être différent au sein d'une même entreprise avec des contraintes différentes, donc avec une chaussette, par exemple. Continuer pour certains postes, aller dans la continuité de la chaussure anti-stat, aussi, mais aussi dans le cas de postes de travail où vous avez une ou deux activités qui sont, je dirais, passagères ou peu récurrentes, pouvoir améliorer un peu le produit. Donc dans le cas de Fares, qui part très très justement des problématiques de meulage ou de soudage, et très souvent on nous dit oui, mais à ce moment-là il faut prendre une chaussure de soudage avec un renfort sur le dessus, et comme ça il n'y a pas de problématique liée au lacet qui se coupe ou qui se brûle. Oui, mais très très souvent et encore plus souvent on demande aux gens d'être polyvalents, et ça peut être une activité qui est faite que sporadiquement. C'est pour ça qu'on a chaussures à chaque fois, oui. Mais voilà, exactement. C'est le cas sur des chantiers, etc. Donc du coup, on a travaillé sur une solution de lacets ignifugés qu'on peut même passer à la flamme et qui, je pense, pourront régler le problème de Fares. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est intéressante aussi. Alors, Xavier Pierre ou Pierre Xavier, je ne sais pas quel est le nom, quel est le prénom, désolé si je me trompe, mais qui dit que la mise en place d'une semelle, est-ce que ça ne remet pas en cause la validité de la norme de la chaussure? On parlait tout à l'heure, effectivement, d'avoir une chaussette qui ne serait pas adaptée finalement à la chaussure initiale, etc. Mais là, finalement, comment vous travaillez pour que tout reste bien compatible et conforme aux différentes spécifications normatives? Alors aujourd'hui, on arrive souvent au sein d'entreprises qui ont déjà des problématiques assez avérées et qui préfèrent régler le problème chez elles. Donc éviter d'avoir des utilisateurs qui veulent adapter la chaussure et qui vont acheter, quoi qu'il en soit, des semelles en pharmacie, etc., et qui du coup modifient complètement, par exemple, les capacités anti-stat. Aujourd'hui, ce qui se passe, et il faut le savoir, je vous dis ça le 8 juin, mais je peux vous allez voir, la confirmation va bientôt arriver. La norme chaussures de sécurité va changer. Ça y est, la nouvelle norme est validée. Quasiment, il y a 2-3 aspects juridiques, et elle va intégrer les problématiques de semelles orthopédiques, d'adaptation, de chaussures orthopédiques, qui font que
Aujourd'hui, on va pouvoir répondre à toutes les problématiques des utilisateurs. Aujourd'hui, je rappelle que la norme chaussures de sécurité telle qu'elle est écrite en Europe, a complètement oublié qu'il y avait des porteurs de semelles orthopédiques. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous êtes un employeur français, c'est pas le cas en Allemagne et un petit peu en Italie parce qu'ils ont des normes propres à eux, mais si vous êtes un employeur européen, vous ne pouvez, à part avoir à faire une chaussure sur mesure, autoriser votre utilisateur à mettre une semelle orthopédique, par exemple. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a un très gros trou dans la raquette, dans la norme actuelle. Très gros trou dans la raquette. Je rappelle que en France, il y a à peine 3% des fabricants de chaussures qui proposent des semelles de remplacement. Donc ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas changer ses semelles, sachant que la durée de vie d'une semelle est inférieure à la durée de vie de la chaussure. Qu'aujourd'hui, la norme ne prend pas du tout en compte la superposition de couches de chaussettes qui sont encore plus dévastatrices en termes de risque d'écrasement qu'une semelle qui va faire 1 millimètre de plus ou 1 millimètre de moins. Il y a des vraies problématiques liées à cette norme qui a été écrite en 2007-2008, parue en 2011. Et effectivement, la remarque de la personne dont j'ai oublié le nom est très pertinente et très très juste. Et la norme, je pense, va arriver très rapidement là. Très très rapidement, je pense fin d'année, parution fin d'année là. Je fais partie du comité d'écriture des normes, D'accord. Je peux me permettre d'en parler. Ok, bon, au moins comme ça on a des infos de sources sûres, de sources fiables. Donc la norme va vraiment changer, mais c'est effectivement le cas aujourd'hui. Mais bon nombre d'entreprises comparent les produits qu'ils achètent chez nous avec le produit d'origine. Voilà, et aujourd'hui on fait le travail comme il faut, mais c'est au-delà de la semelle le problème. C'est là que j'attire. Oui. C'est là que j'attire les choses. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle. Il y a énormément c'est un problème de santé publique aujourd'hui. La semelle orthopédique, la semelle de correction. Et d'ailleurs, vous avez embrayé sur le sujet très rapidement tout à l'heure. Et donc du coup, le comité normatif a pris ça en compte. Ok, voilà. Merci pour vos réponses et merci aux participants pour les questions. Je vous laisse continuer sur les bonnes pratiques que vous aviez commencé à présenter. Vos produits, Transpiration, échauffement de pieds et mycose, avec des produits spécifiquement conçus pour limiter les effets de la transpiration et de l'humidité, avec un traitement antibactérien, anti-odeur et anti-mycosique. Voilà. Dans notre création de produits, on respecte les spécificités de la norme 23145, qui est la norme qui rassemble les spécificités des chaussures de sécurité notamment, avec les déclinaisons 20346 et 20347 sur chaussures de travail, etc. Et donc en ce qui concerne la résistance à l'abrasion, l'absorption, la désorption d'humidité, l'antistatisme, on se classe sur ces normes-là. Voilà. Donc la semelle verte que vous voyez bénéficie d'un traitement antibactérien, antimycose, anti-odeur à une durée de vie de 5 à 6 mois. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de coût. On est sur un coût par mois et par utilisateur qui est très très faible. On est sur un produit comme ça, on doit être aux alentours d'1,30 € par mois par utilisateur. On arrive à apporter des solutions à bas coût. C'est ça qui est important. Ouais, non, mais c'est pas effectivement ça qui est la variable d'ajustement. C'est pas là-dessus qu'on fait des économies forcément si on en gagne par ailleurs, effectivement. C'est exactement ça. Le coût d'une chaussette, on doit être à moins de 6 € aujourd'hui. Voilà, avec un produit qu'on peut passer en lavage industriel, par exemple. Nous, on fait un point d'honneur à appliquer nos convictions en termes de RSE. Et par exemple, la durée de vie d'un produit, ça rentre dans la RSE. C'est avoir un produit qui a une longue durée de vie, ça rentre dans ce cadre-là. Et on a voulu aller encore plus loin. On est le premier fabricant à introduire des matériaux recyclés. D'accord. Donc, par exemple, la semelle verte que vous voyez est composée, la mousse polyuréthane est composée à 80% de matériaux recyclés. D'accord.
et on évite au maximum les matériaux à durée de vie courte. Par exemple, l'antistatisme dans la chaussette a été fait grâce à du fil d'argent, par exemple. Ok. L'amortissement des chocs, prévention des TMS, avec on parlait des maux de dos tout à l'heure. Voilà. On parlait des normes aussi tout à l'heure, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les comités de normalisation n'ont pas intégré le fait que la contrainte sur un pied peut être différente de la façon dont on marche, mais aussi de la sollicitation, de la morphologie de la personne. Quelqu'un qui va monter ou descendre des escaliers ou descendre d'un engin toute la journée ne va pas infliger à son pied les mêmes contraintes que quelqu'un qui peut être en poste statique. Oui. Les contraintes sont différentes, elles existent pour les deux postes, mais elles sont différentes. Et on peut aussi adapter donc du coup un peu plus l'amortissement de la chaussure, et donc diminuer dans certains cas aussi les maux de dos. Et ça, on arrive à le faire de façon individuelle dans son sens du terme. Alors, il y a Laurent qui pose la question, est-ce que la semelle est découpable et adaptable à différents modèles a priori, on travaille en double pointure. La remarque est très pertinente. On travaille en double pointure, donc oui, on peut faire un ajustage, bien entendu, parce que effectivement, vous pouvez avoir des petites variables de marque. Oui, voilà, c'est de marque en marque. Et voilà, donc on travaille majoritairement en double taille. Après, on a des semelles aussi qui sont en taille, qui sont à découper. Voilà, en taille unique, du 36 au 50, par exemple. Ok. Bon, il y a la réponse à tout, donc c'est bien. Alors, on capitalise un peu plus de 40 ans d'expérience, donc j'espère qu'on va faire à peu près le tour. Mais... Effectivement, c'est vrai que vous êtes venu peut-être petit à petit finalement au résultat qu'on voit aujourd'hui, quoi. C'est ça, on voit le résultat de toutes ces années d'utilisation, peut-être de choses qui ont moins marché, et puis là vous avez quelque chose de plus abouti. Voilà. De ce qu'on voit là, ça a l'air d'être effectivement réfléchi avec une gamme assez variée et assez complète. Tout à fait. Alors. Il me reste 13 minutes, mais la problématique de froid, on la connaît très très bien. Donc, à l'intérieur du groupe, on a intégré un fabricant de chaussettes qui a un peu plus de 80 ans d'expérience, spécialiste de l'environnement froid. On fabrique les chaussettes pour l'Institut polaire Polémie Victor. Très très régulièrement, voilà, on équipe aussi des experts. Là, très récemment, il y a un peu plus d'une semaine, on a équipé une expé qui a fait le doublé Everest Lhotse avec nos chaussettes JLF Pro, donc avec un autre modèle de ce qu'on voit ici. Et aujourd'hui, on arrive à accompagner les utilisateurs et à prévenir le risque de gelure, d'engelure. Voilà, ça c'est un vrai risque qui est pas toujours pris en compte. Moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, on me disait est-ce que vous avez une solution parce que les gens ont froid. Bon, très bien, mais ils ont froid. Ils travaillent à quelle température? Je sais pas, ils travaillent dehors. Peu importe. Donc, on a essayé de cadrer un petit peu, comme je disais tout à l'heure, de cadrer la réflexion, d'essayer de la préciser, de la synthétiser. Et voilà, donc aujourd'hui, on arrive à travailler sur des plages de température entre plus 5 et moins 5, moins 5 et moins 15. Et moins 15, moins 20, jusqu'à moins 30, mais après, voilà, on rentre, on intègre aussi des chaussures spécifiques, etc., etc. Mais effectivement, ce que vous disiez, c'est avoir froid, c'est difficile à quantifier entre une personne et une autre. C'est pas il y a des gens qui vont avoir froid à 15 degrés, puis d'autres, il va falloir qu'ils fassent moins 10 pour commencer à avoir froid. Donc, comme vous disiez, voilà, c'est le côté physiologique des uns et des autres et perception aussi de chacun. Donc, vaut mieux avoir des valeurs, je dirais, factuelles pour savoir dans quel environnement de travail on est et à quel moment ça peut devenir aussi dangereux. Au-delà du confort, il y a aussi le danger par rapport au physiologique de la personne, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis, sur le froid, on le voit très très bien. C'est pas tout à fait le cas sur les problématiques de chaleur, mais les problématiques de froid, on le voit, c'est encore plus flagrant. Hein. Le ressenti au froid d'un jour sur l'autre pour la même personne peut être différent. Pour être un petit peu malade, avoir mal dormi, être un petit peu fatigué, ça amplifie le ressenti, ça amplifie la sensibilité. Donc voilà, non, il y a des vraies réflexions à avoir. Ok. Donc globalement, voilà les solutions qu'on propose. Voilà, je vous laisserai lire pour les personnes que ça peut intéresser document. Voilà, où, bonne pratique, éviter les chaussures trop grandes, où on donne des petits conseils. Des petits conseils pour essayer de caler le pied et d'avoir un bon choix. Voilà, on est allé un petit peu plus loin en travaillant sur un pédimètre papier. On s'aperçoit que vraiment les différences entre la réalité et le ressenti d'utilisateur sur sa pointure, enfin en tout cas l'idée qu'il en a. Oui. Et vraiment très souvent en énorme décalage. Bonne pratique pour des chaussures toujours bien lacées et ajustées, hein, respecter les zones d'emboîtement, bien caler le pied. La petite anecdote en conclusion, on a intervenu au sein d'un grand groupe industriel qui tous les ans mobilise les équipes pendant 3 jours sur de la prévention. Donc ils font des petites pauses et c'est des pauses thématiques. Et une année c'est l'audition, une autre année c'est la vision. Voilà, il se trouve que cette année-là c'était les problématiques de pied. Et voilà, on a travaillé avec eux pendant 3 jours. Et en passant tous nos messages, en expliquant comment utiliser les produits JLF au sein du groupe. Et quelques semaines après, j'ai un infirmière du travail qui m'appelle et qui me dit, tu sais, c'est assez rigolo, les gens dans l'usine, ils marchent tous en regardant par terre, et dès qu'il y en a un qui a pas les chaussures bien lacées, les gens se gênent pas pour leur dire. Et je pense que quand on arrive là, c'est qu'on a gagné. C'est que les produits sont bien utilisés. Ils ont pas mal de gens qui ont revu leur pointure à la baisse. Les gens faisaient attention. Ils ont eu moins de problématiques d'entorse, de douleurs dans les chaussures. Ils ont vraiment calmé le jeu à ce sujet-là. Hein. Le ressenti négatif sur le port de la chaussure de sécurité. On avait quasiment plus lieu d'être et en même temps il y avait une émulation de groupe qui s'est créée avec des gens qui devenaient un petit peu précautionneux et qui faisaient attention à ce qu'ils faisaient et qui faisaient attention aux autres aussi. Ouais, une émulation, c'était ludique un petit peu pour tout le monde et pédagogique quoi. Donc chacun se prête au jeu et c'est plus vu comme quelque chose qui entrave le travail, mais plutôt comme une aide. Finalement, c'est ça qui, quand on a passé d'un côté à l'autre, on a gagné un peu pas le combat, parce que c'est pas un combat non plus, puis c'est jamais définitif, mais en tout cas, on se dit qu'on a pris la bonne tendance, quoi. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Et puis, de toute façon, c'est valable à la fois pour la partie chaussures de sécurité, mais je pense qu'on l'a assez dit sur les 8 sessions précédentes, c'est que c'est valable pour toutes les démarches de prévention au global, de toute façon. Oui, c'est d'en faire quelque chose qui soit plutôt positif. Plutôt que ça soit toujours la contrainte. Puis effectivement, je disais tout à l'heure, c'est un peu comme ça que c'est vu par certains chefs d'entreprise, même si de temps en temps, effectivement, l'usage fait que les gens n'utilisent pas comme il le faut, mais les chefs d'entreprise n'ont pas envie de jouer le rôle du professeur, du père fouettard, de dire « Ah, t'as mal fait ton boulot, etc. » Et ça, c'est quelque chose avoir d'autres approches, c'est plus intéressant. Je suis désolé, j'ai un peu de travaux à côté, j'espère que ça vous... Non, on n'entend rien du tout. Ah bon, ça perce pourtant dans le mur, mais ok, tant mieux. Donc, voilà, globalement. Donc après, vous retrouvez nos solutions. Là, c'était un court exemple, mais vous retrouvez nos solutions, dans, je dirais, la très grande majorité des distributeurs de pays. Hein, je laisserai les identifier. C'est tout le monde aujourd'hui. Et
On a pareil des solutions, on a pareil des utilisations, et puis voilà, la distribution de l'EPI peut très bien se faire aussi sous la forme de packs complets, de kits complets qui sont réfléchis pour couvrir l'utilisation sur une année, sur 6 mois, sur quelques mois. Voilà. Donc on a aussi innové sur cette partie-là. Sur la partie plus service finalement liée aux produits. Exactement, sur le serviciel. Est-ce que vous avez des questions? Donc du coup, c'est un petit peu la première smartbox qu'on peut avoir pour les activités, mais dédiée aux équipements de protection. Du coup. Tout à fait. Alors, il y a Clarisse qui est en train d'écrire quelque chose dans le chat. Pour ma part, moi, j'ai pas forcément plus de questions parce que je les ai posées au fur et à mesure de l'entretien, de notre échange. Donc, je laisse les participants et participantes s'exprimer s'ils ont des dernières questions. Et puis, de toute façon, on mettra vos coordonnées dans les liens de ce qu'on partagera. Donc, il n'y a pas de souci. Ils pourront vous contacter directement. Alors, on a une question de Clarisse, justement. Est-ce que JLF Pro peut intervenir dans le cadre d'ateliers HSE en entreprise? Oui, on peut le faire. Oui. Tout à fait, on l'a déjà fait, on le fait, oui, complètement. Complètement. Justement, en termes de prévention, d'exemples, etc. et de sensibilisation aussi. C'est un peu là ce que vous faites. Des petits modules pour ça, tout à fait, oui. D'accord. Bon, voilà pour la réponse de Clarisse. Et Laurent qui va également poser sa question dans la continuité. Qui avait justement la même question. Qui avait la même question. Il a eu la réponse dans le même temps. Alors, une réponse devant moi. On arrive donc au terme du temps qu'on s'était fixé. Merci Fabien pour cette présentation, cette intervention. C'était très clair et puis on l'a abordé effectivement sous un angle un peu différent de ce qu'on a habituellement. C'est effectivement, on était plutôt sur des EPI, sur des techniques, je dirais qu'on connaît bien mais qui sont innovantes. Là, c'est un sujet, je trouve de mon point de vue en tout cas, qu'on aborde très très. C'est un petit peu le dessous de la pile en fait quand on a des sujets à traiter. Tout à fait. C'est très très juste. C'est une très bonne analyse. Donc c'est plutôt pas mal qu'on puisse le mettre en avant. Donc merci à vous pour cet exercice et puis merci à tous les participants et participantes d'être venus. Cette intervention sera disponible en replay sur YouTube, sur la chaîne Heiser de Florian. Et moi, avec De l'huile dans les rouages, je le repartagerai d'ici quelques semaines sous format podcast, uniquement donc à l'audio. Voilà. Moi, je voulais juste conclure. Je voulais vous remercier. Je vous remercie les participants. Je voulais remercier l'organisation et je trouve cette initiative hyper intéressante et encore une fois, bravo. Voilà. Bravo Florian pour l'idée et puis Damien qui n'est pas là. Je ne fais que l'animateur, mais bravo à vous. C'est vrai que je suis très content que vous m'ayez intégré dans cette démarche parce que j'en apprends toutes les semaines. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Alors pour le dernier de la saison, restez connectés. À la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Heiser, mais également sur la chaîne De l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec Florian Ruhen de Heiser, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous, puisque le partage et le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.